Madame M me ramena près de ma mère. À peine y étais-je assise que le comte s'avança vers moi et m'invita à danser. Ce que venait de me dire la comtesse se présenta aussitôt à mon esprit. Je me sentis rougir, je compris que j'allais balbutier. Je lui tendis mon calepin, 6 danseurs y avaient pris rang. Il retourna le feuillet, et comme s'il ne voulait pas que son nom fût confondu avec les autres noms, il l'inscrivit au haut de la page pour la 7e contredanse. Puis il me rendit le livret en prononçant quelques mots que mon trouble m'empêcha d'entendre, et alla s'appuyer contre l'angle de la porte. Je fus sur le point de prier ma mère de quitter le bal, car je tremblais si fort qu'il me semblait impossible de me tenir debout. Heureusement, un accord rapide et brillant se fit entendre. Le bal était suspendu. Liszt s'asseyait au piano. Il joua l'invitation à la valse de Weber. Jamais l'habile artiste n'avait poussé si haut les merveilles de son exécution, ou peut-être jamais ne m'étais-je trouvé dans une disposition d'esprit aussi parfaitement apte à sentir cette composition si mélancolique et si passionnée. Il me sembla que c'était la première fois que j'entendais supplier, gémir et se briser l'âme souffrante, dont l'auteur de Freischütz a exhalé les soupirs dans ses mélodies. Tout ce que la musique, cette langue des anges a d'accent, d'espoir, de tristesse et de douleur, semblait s'être réunie dans ce morceau dont les variations, improvisées selon l'inspiration du traducteur, arrivaient à la suite du motif comme des notes explicatives. J'avais souvent moi-même exécuté cette brillante fantaisie, et je m'étonnais, aujourd'hui que je l'entendais reproduire par un autre, d'y trouver des choses que je n'avais pas soupçonnées alors. Était-ce le talent admirable de l'artiste qui les faisait ressortir ? Était-ce une disposition nouvelle de mon esprit ? La main savante qui glissait sur les touches avait-elle si profondément creusé la mine qu'elle y trouvait des filons inconnus ? Ou mon cœur avait-il reçu une si puissante secousse que des fibres endormies s'y étaient réveillées ? En tout cas, l'effet fut magique. Les sons flottaient dans l'air comme une vapeur et m'inondaient de mélodies. En ce moment, je levai les yeux, ceux du comte étaient fixés de mon côté. Je baissai rapidement la tête, il était trop tard. Je cessai de voir ses yeux, mais je sentis son regard peser sur moi. Le sang se porta rapidement à mon visage et un tremblement involontaire me saisit. Bientôt, Liszt se leva. J'entendis le bruit des personnes qui se pressaient autour de lui pour le féliciter. J'espérais que dans ce mouvement, le comte avait quitté sa place. En effet. Je me hasardai à relever la tête. Il n'était plus contre la porte. Je respirais, mais je me gardai de pousser la recherche plus loin. Je craignais de retrouver son regard. J'aimais mieux ignorer qu'il fût là. Au bout d'un instant, le silence se rétablit. Une nouvelle personne s'était mise au piano. J'entendis, aux chutes prolongées, jusque dans les salles attenantes, que la curiosité était vivement excitée. Mais je n'osais lever les yeux. Une gamme mordante courut sur les touches, un prélude large et triste lui succéda. Puis une voix vibrante, sonore et profonde, fit entendre ces mots sur une mélodie de Schubert. J'ai tout étudié, philosophie, droit et médecine, j'ai fouillé dans le cœur des hommes, je suis descendu dans les entrailles de la terre, j'ai attaché à mon esprit les ailes de l'aigle pour planer au-dessus des nuages. Où m'a conduit cette longue étude ? Au doute et au découragement. Je n'ai plus, il est vrai, ni illusion ni scrupule, je ne crains ni Dieu ni Satan, mais j'ai payé ces avantages au prix de toutes les joies de ma vie. Au premier mot, j'avais reconnu la voix du comte Horace. On devine donc facilement quelle singulière impression durent faire sur moi ces paroles de Faust dans la bouche de celui qui les chantait. L'effet fut général au reste. Un moment de silence profond succéda à la dernière note, qui s'envola plaintive comme une âme en détresse. Puis des applaudissements frénétiques partirent de tous côtés. Je me hasardai alors à regarder le comte. Pour tous, peut-être, sa figure était calme et impassible. Mais pour moi, le léger froncement de sa bouche indiquait clairement cette agitation fiévreuse dont un des accès l'avait pris pendant sa visite au château. Madame M s'approcha de lui pour le féliciter à son tour. Alors son visage prit l'aspect souriant et insoucieux que commandent aux esprits les plus préoccupés les convenances du monde. Le comte Horace lui offrit le bras et ne fut plus qu'un homme comme tous les hommes,
À la manière dont il la regardait, je jugeais que de son côté, il lui faisait des compliments sur sa toilette. Tout en causant avec elle, il jeta rapidement de mon côté un regard qui rencontra le mien. Je fus sur le point de laisser échapper un cri. J'avais en quelque sorte été surprise. Il vit sans doute ma détresse et en eut pitié, car il entraîna Madame M dans la salle voisine et disparut avec elle. Au même moment, les musiciens donnèrent de nouveau le signal de la contredanse. Le premier inscrit de mes danseurs s'élança vers moi. Je pris machinalement sa main et je me laissai conduire à la place qu'il voulut. Je dansai. Voilà tout ce dont je me souviens, puis 2 ou 3 contredanses se suivirent, pendant lesquelles je repris un peu de calme. Enfin, une nouvelle pause destinée à un nouvel intermède musical leur succéda. Madame M s'avança vers moi. Elle venait me prier de faire ma partie dans le duo du premier acte de Don Juan. Je refusai d'abord, car je me voyais incapable en ce moment, toute timidité naturelle à part, d'articuler une note. Ma mère vit ce débat, et avec son amour-propre de mère, vint se joindre à la comtesse, qui s'offrait pour m'accompagner. J'eus peur, si je continuais à résister, que ma mère ne se doutât de quelque chose. J'avais chanté si souvent ce duo que je ne pouvais opposer une bonne raison à leurs instances. Je finis donc par céder. La comtesse M me prit par la main et me conduisit au piano, où elle s'assit. J'étais derrière sa chaise, debout et les yeux baissés, sans oser regarder autour de moi, de peur de retrouver encore ce regard qui me suivait partout. Un jeune homme vint se placer de l'autre côté de la comtesse. Je me hasardai à lever les yeux sur mon partenaire. Un frisson me courut par tout le corps. C'était le comte Horace qui chantait le rôle de Don Juan. Vous comprendrez quelle fut mon émotion. Cependant, il était trop tard pour me retirer. Tous les yeux étaient fixés sur nous. Madame M préludait. Le comte commença. C'était une autre voix. C'était un autre homme qui chantait. Et lorsqu'il commença « La ci darem la mano », je tressaillis, espérant que je m'étais trompée et ne pouvant pas croire que la voix puissante qui venait de nous faire frémir avec la mélodie de Schubert pouvait se plier à des intonations d'une gaieté si fine et si gracieuse. Aussi, dès la première phrase, un murmure d'applaudissements courut-il par toute la salle. Il est vrai que, lorsqu'à mon tour je dis en tremblant « Vorrei, e non vorrei, mi trema un poco il cor », il y avait dans ma voix une telle expression de crainte que les applaudissements contenus éclatèrent. Puis on fit tout à coup silence, un silence profond pour nous écouter. Je ne puis vous dire ce qu'il y avait d'amour dans la voix du comte lorsqu'il reprit « Vieni, mio bel diletto », et ce qu'il mit de séduction et de promesse dans cette phrase « Io cangerò tua sorte ». Tout cela était si applicable à moi, ce duo semblait si bien choisi pour la situation de mon cœur, qu'effectivement je me sentis prête à m'évanouir en disant « Presto, non son più forte ». Certes, la musique avait ici changé d'expression. Au lieu de la plainte coquette de Zerline, c'était le cri de la détresse la plus profonde. En ce moment, je sentis que le comte s'était rapproché de mon côté. Sa main toucha ma main, pendante près de moi. Un voile de flamme s'abaissa sur mes yeux. Je saisis la chaise de la comtesse M et je m'y cramponnai. Grâce à ce soutien, je parvins à me tenir debout. Mais lorsque nous reprîmes ensemble « Andiamo mio bene », je sentis son haleine passer dans mes cheveux, son souffle courir sur mes épaules. Un frisson me passa par les veines. Je jetai en prononçant le mot « à mort », un cri dans lequel s'épuisèrent toutes mes forces, et je m'évanouis. Ma mère s'élança vers moi, mais elle serait arrivée trop tard si la comtesse M ne m'avait reçue dans ses bras. Mon évanouissement fut attribué à la chaleur. On me transporta dans une chambre voisine. Des selles qu'on me fit respirer, une fenêtre qu'on ouvrit, quelques gouttes d'eau qu'on me jeta au visage me rappelèrent à moi. Madame M insista pour me faire rentrer au bal. Mais je ne voulus entendre à rien. Ma mère, inquiète elle-même, fut cette fois de mon avis. On fit avancer la voiture et nous rentrâmes à l'hôtel. Je me retirai aussitôt dans ma chambre. En ôtant mon gant, je fis tomber un papier qui y avait été glissé pendant mon évanouissement. Je le ramassai et je lus ces mots écrits au crayon. « Vous m'aimez. Merci, merci. »